commencer par l'appel, Thierry. Alors, monsieur Besser, excusez, présenté par monsieur Brusco. Monsieur Bossec. Présent. Monsieur Bourson. Présent. Monsieur Brusco. Présent. Monsieur Simarelli, excusez, représenté par monsieur Sandriki. Madame Friot. Présent. Monsieur Lopresti. Présent. Monsieur Reiby. Monsieur Destremont. Présent. Madame Menachi, excusez, représenté par monsieur Brusco. Madame Melikiti. Présente. Monsieur Petitclerc. Présent. Madame Aresi. Présente. Madame Bellucci, excusez, représentée par monsieur Pocran. Madame Baudet. Présente. Madame Boumedine. Présente. C'est bon. Hein. Madame Canzerini Salvador, excusez, représentée par monsieur Petroscas. Monsieur Sandeki. Présent. Madame Coubrouille, excusez, représentée par monsieur Reiby. Monsieur Falchi. Présent. Madame Fatourini. Présente. Monsieur Félicie. Présent. Monsieur Guillotin, excusez, représenté par Madame Baudet. Madame Gustin Mérus. Elle m'avait fait une procuration. Hein. Ah oui, pardon, excusez-moi, oui. À 19h. Hein. Ouais, c'est ça. Okay. On est un peu coincé par le timing. On l'a entendu. Monsieur Jacquin. Non, absent. Madame Lebrun, excusez, représentée par monsieur Destremont. Monsieur Matucci, excusez, représenté par madame Meliketi. Madame Narcisi, excusez, représentée par monsieur Spizak. Monsieur Petroscas. Présent. Monsieur Pocran. Présent. Monsieur Spizak. Présent, par contre, si à 19h15, c'est pas fini, il faudra que je parte. Donc, je donne la procuration à M. Reiby dit par mail. Oui, tout à fait. Et madame Strache. Oui, présent. Secrétaire de séance, monsieur Reiby. Voilà. Donc, on va commencer à l'ordre du jour avec les 11 points à l'ordre du jour aujourd'hui. L'approbation du Conseil du 6/7/2021. Qui est contre? Qui a des observations à faire déjà dans un premier temps? Personne. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Approbation du Conseil du 27/2021. Des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Nous allons passer aux finances. Claude, ça va être à toi. Oui. Le fonds de péréquation. Alors, le rapport, hein, je lis, je fais un parcours rapide. Le président rappelle que l'article L2336-1 du Code général des collectivités territoriales a institué, à compter de 2012, un fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC. Ce mécanisme de péréquation horizontale consiste à opérer un prélèvement d'une fraction des ressources fiscales de certaines collectivités du bloc communal pour reverser à des collectivités moins favorisées. La CCPHVA est bénéficiaire du fonds et lui appartient de se prononcer sur la répartition du fonds entre la CCPHVA et les communes membres selon 3 options. La répartition dite de droit commun est calculée de façon automatique par les services de l'État et n'implique pas de décision de l'organe délibérante. La répartition dite à la majorité des 2/3 permet de majorer ou de minorer le montant de droit commun en faveur des communes membres dans la limite de 30% des montants individuels, tout en intégrant des critères de répartition obligatoires, entre parenthèses, population, écart et revenus potentiels fiscal ou financiers, et d'autres critères facultatifs. Cette décision de l'organe délibérant est prise à la majorité de 2/3 du conseil communautaire. La répartition dérogatoire, dite libre, permet à la communauté de communes de fixer librement la répartition du fonds entre les bénéficiaires du fonds, communes, membres et communautés de communes. Cette décision est prise à l'unanimité du conseil communautaire. À défaut, elle est prise à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, puis est soumise à la validation de chaque conseil municipal dans un délai de 2 mois.
projet de délibération. Vu l'article, que je recite 2336-1 du Code général des collectivités territoriales, vu la fiche de modification du SPIC FPIC 2021 transmis dans les services de l'État reçu le 20 juillet 2021, considérant l'avis favorable du bureau communautaire en date du 31 août 2021 relatif à une répartition dérogatoire dite libre au Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales au titre de l'année 2021. Vous avez le tableau des répartitions. Le conseil communautaire décide de répartir le SPIC 2021 selon le tableau ci-après. Donc, je vais vous reciter Audinquiche, 78 257, Aubès, 28 638, Boulanges, 38 226, Autange, 36 651, Russange, 17 049, Rédence, pardon, je m'excuse, Daniel n'était pas là, 15 667, Tille, 23 516, Villerue, 114 336, et le total, donc, 520 000, enfin, CPHVA 520 215 et le total, 872 521. Autorise le président à signer les documents relatifs au Fonds national de ressources communales et intercommunales. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, moi, quand même. Je voudrais quand même vous souligner que cette méthode de répartition est quand même avantageuse pour la communauté de communes par rapport aux communes. On voit que la part de la communauté de communes est de plus de 520 000 euros sur 872 000 euros. Ce n'est pas que je m'y oppose, mais je veux le souligner pour que les gens comprennent aussi et sachent que c'est quand même une répartition qui est avantageuse pour la communauté de communes. Oui, d'autres commentaires? On avait plutôt dit qu'il fallait que ça reste. Je souscris à ce que dit monsieur le maire de Boulanges. Pardon? Je souscris à ce que dit monsieur le maire de Boulanges en espérant que ce FPIC serve vraiment au projet. Pas de l'étude, puisqu'on était l'interco des études, pas les projets avortés, et des choses qui rentrent réellement et qui permettent demain d'avoir une meilleure autonomie financière. 520 000 sur 878, je pense qu'on est vraiment solidaire avec l'interco. Je voudrais bien que les chiffres soient en relation avec les projets qui sont posés, tout simplement. D'autres réflexions? Je peux passer au vote, Claude. Quelqu'un? Pardon. Oui. Mme Baudet, on vous écoute? C'est un fonds qui va s'inscrire sur le budget 2022 ou 2021, du coup, c'est rajouté. Il est déjà inscrit. Il est déjà intégré, il est pour 2021. Ah, c'est avec ces chiffres-là. Ok, merci. OK. C'est le même chiffre que 2020. Absolument. C'est les mêmes chiffres qu'on a repris de 2020. Hein. Oui, c'est le même. On n'a pas changé le mode de répartition. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? C'est les chiffres qui sont passés au budget, de toute façon, on l'avait déjà vu, quoi. Exact. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Faut juste attendre. Attendez quand il y a l'air d'accueil des gens du voyage. C'est bon? Vraiment. Tu peux y aller, Claude. On peut le passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Une personne, Madame Baudet. Oui, mais elle doit. Madame Baudet, vous avez des procurations? Oui. Ouais. Oui. 2. OK. D'autres? C'est tout. Elle a une procuration. Abstention. Oui, Si on a en abstention, Madame Baudet, hein, qu'on y soit bien d'accord. Hein. On peut D'accord. savoir pourquoi vous vous abstenez, en fait, Madame Baudet? on n'entend pas un micro. Micro. On n'entend pas. Pardon. Parce que je n'ai pas exactement l'historique de ces répartitions. On n'a pas les résultats du bureau, donc je ne sais pas pourquoi c'est réparti comme ça, pourquoi 520, je ne connais pas le truc, donc je préfère m'abstenir plutôt que de voter pour ou contre. C'est une mauvaise communication entre vous, alors. Ouais, peut-être. Bien, donc, à l'unanimité, moins l'abstention les deux abstentions. Point 4. Point 4, adoption du référentiel budgétaire et comptable EN57 et candidature de la communauté de communes du PO du Val d'Asset à l'expérimentation du compte financier unique. Le référentiel budgétaire et comptable EN57 est le référentiel le plus avancé en termes de qualité comptable
et qu'il remplacera à compter de 2024 les actuels référentiels comptables M14 des communes, M52 des régions et M71 des départements. La M57 facilite la gestion des crédits et permet de ventiler plus finement les dépenses et les recettes selon leur nature et leur destination. La M57 est le support de l'expérimentation du compte financier unique, le CFU, qui se substitue au compte administratif et au compte de gestion. Ce compte financier est plus lisible, il est plus simple que les deux documents qu'il remplace. Il sera préparé conjointement par l'ordonnateur et le comptable dans le respect et de leurs prérogatives respectives. La loi Finances 2021 permet aux collectivités d'expérimenter le CFU avec l'application de la M57. Cette expérimentation permettra de recueillir l'avis des collectivités et des groupements volontaires, notamment sur la pertinence des informations figurant sur le CFU et sur le circuit informatique de la confection du CFU. L'adoption du référentiel M57 et l'expérimentation du CFU nécessitent une délibération du conseil municipal en N-1 pour une application en N. Une convention pour l'expérimentation du CFU sera signée avec l'État. Projet de la délibération. Vu l'avis favorable joint du comptable public en date du 17 mai 2021 relative à la mise en œuvre du droit d'option pour adopter le référentiel M57, considérant l'intérêt pour la collectivité d'adopter le référentiel comptable M57 et d'adhérer à l'expérimentation du compte financier unique. Le conseil communautaire adopte par le droit de l'obtention du référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2022, candidat à l'expérimentation du compte financier unique pour l'exercice 2022 et 2023, autorise le président à signer tout document relatif à cette mise en œuvre. Est-ce qu'il y a des commentaires? Je pense qu'il y a. Vas-y. Oui. Moi, j'ai des questions plutôt. Donc, si j'ai bien compris, cette nomenclature M57, elle sera commune aux différentes collectivités. Et si on la met en œuvre, si on candidate à l'expérimentation, donc on va mettre en place la nomenclature M57 à partir du 1er janvier, mais on continuera à produire un compte de gestion et un compte administratif sur 2022 et 2023. Logiquement, c'est ça. Mais sur la base même. Sébastien, est-ce que vous êtes là, Sébastien? Il n'est pas là? Oui, mais l'idée, c'est d'aller vers un compte unique. D'accord. En fait, l'idée, c'est de se lancer d'ores et déjà parce qu'en fait, c'est une expérimentation. Donc, en fait, on va avoir des gens qui sont concentrés sur ce qu'on va faire donc pour nous aider plus facilement. Et ensuite, ça veut dire quand le gros va arriver, la mise en place sera peut-être un peu plus difficile. Alors, on va peut-être essuyer un peu quelques pas. Il y a déjà la M57, elle est déjà mise en place dans d'autres collectivités plus importantes déjà. Et la question, c'est, il y aura sûrement des besoins de formation, tout ça. Est-ce que l'État accompagne les collectivités dans la mise en place? Oui. Oui. Financièrement, non. Ah, financièrement, non. Pas financièrement, mais au moins dans la formation. On aura la primeur, comme on expérimente, on aura la primeur. Exactement ça. Et derrière ça, la dernière question, est-ce qu'il va y avoir une obligation légale de mise en œuvre à un moment X? Oui, on suppose. Oui, 2024. Oui, 2025, non. 2025. 2025. Ouais. Enfin, sous réserve, mais je crois que c'est 2025 où on sera obligé, là, on sera contraint de le faire. Et là, il vaut mieux le faire en anticipation sur le coup. Voilà. Et Sébastien, on est accompagné. On doit être accompagné. Ceux qui se déclarent déjà maintenant, c'est exactement ça. Claude, si vous permettez, c'est en 2024. Le CCS a eu la formation aujourd'hui. Donc, l'obligation, elle est en 2024. 1er janvier, Sarah? Pardon? 1er janvier? Il semblerait, je regarde en même temps le mail et je te redis ça d'ici quelques minutes. Parce que moi, j'avais plutôt prend fin en 2024 et commence en 2025. Mais tu as peut-être raison, donc il faut regarder. Bon, on n'est pas un nom. Simplement, ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est qu'on est dans l'anticipation. Je pense que plus on est les premiers à le faire, alors je suis d'accord avec Thierry, hein, on a toujours le problème d'essuyer les plates, mais on sera mieux accompagné lorsqu'on expérimente qu'on soit dans la contrainte. Il y avait juste un terme. L'expérimentation, c'est 2022-2023, donc ça sera pour 2024.
D'accord. D'accord. Il y avait juste un terme à changer sur le conseil communautaire et non pas conseil municipal. Vous l'avez vu. On le corrigera, on le remettra dans l'ordre. L'adoption du référentiel. Oui, c'est vrai, tu as raison. Nécessite délibération du conseil communautaire. Tout le monde a corrigé. Et pas municipal. D'autres remarques ou un complément d'information? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Un point 5, Alors, le point 5, c'est un point très particulier qui va forcément demander des explications. Alors, afin de faire face aux besoins, c'est l'ouverture d'une ligne de trésorerie. Afin de faire face aux besoins temporaires de trésorerie, vous savez combien que notre trésorerie est tendue. Et encore une fois, entre les recettes, les subventions, la TVA qui n'arrive pas, on aura forcément à être très précis de façon à ne pas se retrouver finalement en rupture financière. Donc, afin de faire face temporairement à cette trésorerie, liée au décalage de versement de subventions et de récupération de TVA fiscale et par le fonds de compensation, l'ouverture d'une ligne de trésorerie permet à la collectivité de faire appel au financement long terme et le plus tard possible et ainsi de faire des économies sur les frais financiers. Grosso modo, avant d'aller un peu plus loin… Est-ce que je peux te couper juste une seconde? Oui. On me signale de l'extérieur que les gens qui veulent suivre le conseil communautaire en live n'arrivent pas à le suivre. Internet ne marchait pas tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait là? Non, c'est juste pour définir, il sera passé après. On a enregistré? Oui. Bon. C'est enregistré, donc ça sera peut-être en diffusion. Podcast. Oui, hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens avec les téléphones sur le Wi-Fi? Je ne suis pas réussi à y aller. Oui, mais tu as vu, il n'y a pas. Pourtant, on a la fibre ici. C'est vrai. Je ne vais pas fâcher certaines personnes. Oui. Bon. Ne fais ces personnes. Bon. Je reviens à mon souci. Donc, vous le savez que depuis le mois de juin, nous avons un comptable qui s'appelle Sébastien Cotensin, qui est plutôt bien articulé pour prendre en main notre trésorerie. Et forcément, ça, c'est des choses qu'on n'avait pas à l'époque, cette initiative. On était plus en découvert et ça coûtait énormément cher. Là, on se retrouve finalement sur de l'anticipation. Alors, une ligne de trésorerie, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on dépense. C'est quelque chose que lorsqu'on a des dépenses à effectuer et que les subventions ne rentrent pas, que la TVA, c'est une espèce de relayage, mais qui nous permet de pouvoir contrôler finalement à des pourcentages qui ne sont pas des agios. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ça nous permet là, pour une fois, d'être dans l'anticipation sur les décalages de trésorerie. Je ne vais pas vous refaire le scénario de vous expliquer que notre trésorerie est tendue et que lorsqu'elle est tendue, c'est bien la seule solution que l'on soit aussi bien à la CPHVA que dans les communes ou que dans les entreprises, on gère une ligne en général de trésorerie. Bien entendu que cette ligne de trésorerie ne sert pas à déguiser un prêt, elle est simplement pour essayer d'être en relayage entre le décalage, entre les recettes et les dépenses. Donc encore une fois, je pense merci à Sébastien d'avoir pris cette initiative parce que ça va nous permettre de gérer ça en bon père de famille avec forcément une capacité à maîtriser nos ajouts. Alors, considérant les retours des propositions bancaires et les analyses de l'offre, le conseil communautaire décide de soutenir une ligne de trésorerie dont les caractéristiques sont les suivantes. Organisme prêteur, c'est le Crédit agricole de Lorraine. Le montant, c'est de 3 millions. L'index Euribor 3 mois journalier, marge 0,32. Alors, c'est technique. Commission de non-utilisation néant, calcul des intérêts, nombre de jours exact, parce que tant qu'on ne va pas chercher la trésorerie, on ne paye rien. Qu'on soit bien d'accord, c'est au moment où il y a l'écart de trésorerie et selon le montant que l'on prend, là ira le décompte. Calcul des intérêts, nombre de jours exact, 365, donc on est sur une année.
commission d'engagement 3 000 €, préavis de tirage J+2 avant 9 h, c'est-à-dire qu'on doit prévenir 2 jours avant pour que la somme arrive sur nos comptes. Et montant minimal de tirage dans le remboursement, il n'y en a aucun. Paiement des intérêts, c'est trimestriel. Donc encore une fois, si dans le trimestre, on n'a pas eu besoin de cette trésorerie, on ne paye aucun intérêt. Les intérêts sont à quel taux? Moins d'1%. Oui, donc c'est nettement plus avantageux que. Ah, ouais. Ah bah oui. C'est un peu comme le passeport crédit pour les particuliers. C'est ça. Je m'interroge quand même. Je veux dire, on emprunte 3 000, enfin, on n'emprunte pas. On met à disposition 3 millions d'euros dans lesquels on va puiser quand on a besoin d'un fonds de roulement pour pouvoir survenir donc, au fonctionnement, parce que c'est bien le fonctionnement dont il s'agit ici. Aujourd'hui, on parle de montant de subvention qui ne sont pas rentrés. On parle de FCDVA qu'on n'a pas récupéré. Je veux dire, à combien s'élèvent ces montants pour pouvoir mettre en parallèle 3,5 millions. Non, c'est pas ça. J'ai les éléments pour répondre précisément aux chiffres. La TVA de l'Arche s'élève à 2,6 millions. La subvention de l'Arche qui n'est pas versée est de 2 726 000. Les subventions de l'éclairage public, 621 000 €. Les subventions de la Smart City, 420 000 €. Et on a plusieurs, dans Prélude, plusieurs petites subventions à hauteur de 288 000 €. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, que ces 3 millions ne sont qu'aujourd'hui très éloignés de tout ce qui nous manque à obtenir et qu'on n'est pas dans une disproportion. Et je pense que, encore une fois, entre l'État qui ne joue pas son jeu, entre les subventions qui n'arrivent pas rapidement, on est toujours dans la même situation. Je pense que dans les communes, on subit les mêmes réactions et on a les mêmes soucis. Si ce n'est qu'encore une fois, et je ne vais pas sortir le mouchoir, on sait très bien que la CPHVA a une trésorerie tendue et que forcément, on est plus vulnérable que quelqu'un qui a une trésorerie qui est un peu plus importante. Autre question sur les subventions. Est-ce que ce sont des subventions escomptées ou des subventions notifiées pour lesquelles on a reçu des notifications? Alors, dans 90% des cas, elles sont notifiées. C'est-à-dire que c'est une certitude. Notamment les 2,6 millions de l'Arche. Oui, forcément. Et puis la TVA, vous savez très bien que là, la TVA, on ne joue pas. C'est mécanique. C'est la récupération de la TVA. Donc, si on fait le calcul simplement, les deux postes, 2,6 millions et 2,7 millions, vous êtes déjà à une somme déjà conséquente qui permet déjà de dégager tout problème lié à la trésorerie. Donc on ne les touchera pas tout de suite, les 2,6 millions de l'Arche, c'est pour l'année prochaine seulement. C'est ça. C'est ça. Par contre, si aujourd'hui notre trésorerie était devenue à peu près stable, on va dire pas saine, parce que je pense que ça va être compliqué, est-ce que les 3 millions d'euros, là, on pourrait supprimer cette ligne et repasser à zéro? Oui, c'est-à-dire qu'à tout moment, chaque fin d'année, on négociera ou pas, selon un petit peu comment va rentrer nos subventions. On peut très bien l'annuler après, ou alors très bien prévoir, parce que c'est une ligne budgétaire qui nous accorde le Crédit Agricole, de dire tiens, on a un projet, finalement à la collecte, on a d'agréables constats vis-à-vis des rentrées, et on pourra peut-être financer des projets à un taux d'intérêt, et ça peut être intéressant. Par contre, il va falloir être très vigilant sur les sorties d'argent sur ces 3 millions d'euros. Exactement. Moi, je veux savoir ce qui sort de 3 millions d'euros, et heure par heure s'il le faut. Alors, encore une fois, c'est juste pour répondre à Fabienne, chaque fois qu'il y aura une sortie au bureau communautaire, on vous donnera la précision pourquoi c'est sorti et que ça rentre bien aujourd'hui dans ce que je viens de dénoncer. Je me permettrai de vous redonner la liste des choses de façon à ce qu'il y ait de la corrélation entre les dépenses que l'on va accéder avec ces 3 millions et la corrélation avec forcément ce que je vous ai dit. Si tu veux. Est-ce qu'il y a urgence, Claude? C'est-à-dire, je m'entends, je parle pour qu'on en discute entre nous, qu'on comprenne bien les choses. Est-ce qu'il y a urgence que ce soit voté obligatoirement aujourd'hui? Parce que s'il y a urgence, c'est parce qu'on doit le voter obligatoirement aujourd'hui. Ou est-ce qu'on a le temps, justement, pour qu'on explique aussi autour de nos conseils municipaux
et par rapport aux gens et à la population et par rapport à tout le conseil communautaire comprennent bien les choses. Tout le fonctionnement, par exemple le chiffre de 3 millions d'euros qui est avancé, est-ce que ça aurait pu être 2 millions ou pas possible, c'est 3 millions minimum, ou est-ce que ça aurait pu être 4-5 millions? Je veux dire, pourquoi 3 millions? Alors, je réponds à cette question. La première question, c'est qu'il y a urgence. La trésorerie est tendue. Donc ça, il n'y a pas possible aujourd'hui de différer la décision. Sur d'un mois, hein? Oui, même d'un mois. Je veux dire que demain, si on n'arrive pas à payer nos fournisseurs, je pense que tu serais premier en étant président de l'Arche. Si on n'a pas payé les fournisseurs et les gens qui travaillent là-bas, ça va être compliqué. Deuxième chose, en ce qui concerne les 3 millions, moi, je fais confiance à Sébastien, qui a fait un calcul précis en ce qui concerne les mouvements de trésorerie depuis 1 an. Donc, il a estimé au jour d'aujourd'hui que c'est 3 millions. Mais encore une fois, 3 millions, c'est une marge haute. Demain, si je mets par exemple 2 millions ou 1,5 million, et je reviens en vous expliquant qu'on est trop court et qu'on a des problèmes, vous allez me dire, mais on doit être prévoyant, on doit anticiper. Donc, je fais confiance encore une fois et je cautionne. En plus de faire confiance, je cautionne Sébastien sur ces 3 millions. Les 3 000 euros d'engagement, c'est juste au départ ou c'est à chaque fois qu'on… Non, c'est juste au départ. La commission d'engagement. Ouais, c'est juste au départ, c'est pas à tous les… Ah non, parce que là, ça serait les frais de dossier. Ouais. Moi, Claude, je fais beaucoup moins confiance que toi. Surtout quand il s'agit d'argent. Pas parce que c'est la personne, parce que je veux dire que quand on a de l'argent comme ça, on a tendance à aller chercher dans l'argent. C'est ce qu'on appelle un peu le surendettement. Je prends un exemple. Sur d'autres pré-relais qu'on a fait à un moment donné, ces pré-relais se sont transformés en prêts définitifs parce que on n'avait pas le choix. Donc aujourd'hui, certes, Sébastien Fontossa, il a toute notre confiance. À un moment donné, c'était notre DGS qui avait toute notre confiance, en plus qu'aujourd'hui, il s'en va. Voilà. Donc, moi, je suis désolé, je ne suis pas comme toi, je ne donne pas toute ma confiance comme ça. Je suis beaucoup plus modéré. Alors, moi, si je peux comprendre qu'il y a une réticence. Je dis simplement qu'à un moment donné, je reviens à ce que dit Fabienne, on est sur un tableau de bord où ces 3 millions ne seront pas dépensés comme tu peux aussi par une espèce de système empirique en disant ça s'est pratiqué et forcément quelque part ça risque de se pratiquer parce qu'encore une fois, pas de tableau de bord, pas au jour d'aujourd'hui de contrôle. Là, on a un comptable. Ce que je certifie, c'est qu'on contrôlera que cet argent aille bien sur les rubriques qu'on a annoncées et pas autre chose. Donc, ce qui nous permettra quand même d'avoir une garantie. Quand je dis que je cautionne ce que dit Sébastien, je le cautionne à travers le contrôle. Ce n'est pas parce que demain, je fais confiance à Sébastien que le droit de contrôle n'existe pas. Donc, encore une fois, moi, je dis qu'on est dans des situations de fragilité financière et je pense que tout le monde l'a partagé à un moment donné. Je crois qu'on ne l'a pas caché. On n'a pas dit que la trésorerie de la CPVA était plutôt bonne. Elle est plutôt mauvaise. On sait qu'on a des problèmes. Mais non, si vous ne nous laissez pas de marge de manœuvre, ce qu'on a besoin, c'est du contrôle, de la sobriété. Et ce qui est dit aujourd'hui à travers cette somme qui est empruntée, elle doit servir exclusivement à ce que je viens de dire. On peut éventuellement envisager de mettre une clause comme garde-fou dans les termes du fonctionnement, tout simplement. C'est-à-dire qu'effectivement, si on n'en a pas besoin, rien n'est susceptible d'être dépensé. Absolument. C'est le but. De toute façon, vous avez fait un conventionnement sur les factures et sur ce qui allait sortir. Il y a un conventionnement en interne qui a été fait. Donc, pour justement faire attention à tout ce qui est dépensé. C'est mis en place. Gilles, dis-moi. Voilà. Personne ne va se leurrer. Personne ne va se leurrer. Une interco pour commune pour ne fait pas une intercommunauté riche. Deuxièmement, les projets et les factures qui arrivent. Les factures qui vont déterminer les subventions, puis le fonds de compensation de la TVA qui arrive après. Si on ne les paye pas, on n'aura pas ce qui est prévu, ou même notifié après. Tout le monde l'a utilisé dans les communes. Les choses sont claires. Alors, je reviens sur la question, elle est bonne, votre question. Comment on l'utilise? Je pense
Il faut faire un contrôle d'engagement clair, net, précis. Je l'ai mis en place au niveau de mes adjoints, ça cuine. Mais quelque part, si la ligne n'est pas prévue, ou si c'est de l'impondérable, ou si c'est du travailler directement, j'entends aussi des petites choses traîner depuis tout à l'heure, depuis que je reviens, effectivement, il faut savoir où cet argent va et à quelle destination elle est. Et pas que ça soit effectivement de l'emprunt caché qui permet demain, après, d'endetter. Parce que vous savez que quand vous avez une ligne de trésorerie, si à terme, vous ne l'avez pas remboursée, elle devient un prêt automatique. Un emprunt automatique. Bien d'accord. Donc, il ne faut pas se leurrer. Le pôle culturel, il faut finir de payer les factures. Hein. Et il y en a pour les centaines de milliers de francs, voire des millions. Si on ne les paye pas, avec ça, les dotations, les subventions, les fonds de compensation, ils n'arriveront pas. Maintenant, c'est sûr que le chiffre, il peut faire peur. Moi, j'en ai fait une d'1 million d'euros sur la mairie d'Auvers quand j'ai eu des gros travaux. Et j'ai attendu. Et on serre les fesses. Et on contrôle. Et surtout, là, je pense que s'il y a un mot à dire ce soir, la confiance n'exclut pas le contrôle. Moi, ce que je demande, c'est que la procédure de défalcation de cette ligne de trésorerie soit bien claire. Ce n'est pas en bureau communautaire qu'on va la prendre. C'est de la communication entre les gens qui signent et les gens qui valident les comptes. Ça me pose problème d'entendre des choses qui arrivent en bureau communautaire sur des déficits ou des engagements financiers. Tout le monde découvre. Ça me pose un souci. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut savoir communiquer. On a beau s'aimer ou pas s'aimer, à un moment donné, si ça n'est pas mis en place, effectivement, on va recommencer une superbe année scolaire de conflits. Donc, à un moment donné, moi, j'ai confiance au directeur financier qui est là. Je pense qu'il y a une vision qui est un peu différente, et c'est d'ailleurs son métier, et ce n'était pas forcément la spécialité des gens qui l'avaient remplacé avant. Je pense qu'il faut utiliser sa compétence, mais les gens qui sont en responsabilité, que ce soit Claude et Fabienne, soient au courant de tout ce qui se passe. Et comme l'a demandé Fabienne, un contrôle même horaire de qu'est-ce qui est du pensé, qu'est-ce qui signe, qu'est-ce qui ne sera pas signé. Moi, mes secrétaires, elles ont eu un peu de mal aussi, hein, à un moment donné, de faire un engagement pour 1 000 euros, 1 500 euros, 2 000 euros. Mais tout est contrôlé, et tout passe. Et c'est ou blanc ou noir. Et ça s'arrête là. Et on ne part pas dans des dépenses inconsidérées, imprévues, et finalement faussement des dépenses qui ne sont pas celles qu'elles doivent réellement couvrir. Tout simplement. La confiance, elle n'exclut pas le contrôle. Oui, ben moi, je veux dire. C'est normal. Moi, je pense que c'est normal vu le volume de dépenses qu'il y a. Moi, je fais confiance à Claude et Fabienne sur cette ligne de trésorerie, hein, mais qui n'est pas un crédit. Elle va permettre de compenser, je veux dire, une période où on serait en incapacité de payer. Maintenant, j'aurais aimé qu'on utilise la même précaution au moment de la constitution du budget de l'Arche. Parce qu'on s'est quand même engagé sur des sommes astronomiques et après, on rechigne à ouvrir une ligne de trésorerie. Donc moi, j'ai un problème avec ça. On a quand même mis en garde, et pas seulement nous, mais la DRAC également, qui a quand même voté contre, hein, le préciser au Conseil communautaire. Y compris le préfet. Donc, on a engagé quand même des budgets conséquents sur un fonctionnement où on a équilibré par des recettes hypothétiques les dépenses réelles, ou en tout cas des dépenses qui vont être réelles. Donc, il va falloir qu'à partir du moment où on a engagé ce projet-là, eh bien, on soit en capacité de payer quand les factures vont tomber, quoi, hein. Donc, des fois, je trouve qu'il y a une espèce de dichotomie comme ça entre les décisions qu'on prend et derrière le contrôle budgétaire, quoi. Ouais. Et en complément, parce qu'il y a un complément important, tout ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce sont pour financer des projets qui n'étaient pas de notre mandat. Qu'on soit tous bien d'accord qu'on est sur des projets qui ont une antériorie, qu'ils sont en cours de finition et que forcément, on doit les mener à bien. Et encore une fois, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Gilles Destremont et Viviane, c'est une certitude. On doit contrôler chaque dépense
et il n'y aura pas d'argent qui sortira autrement que celle qui est stipulée sur les subventions et la TVA et toutes les subventions qui sont liées à ce que j'ai dit. Et je vous enverrai à tous, finalement, la TVA, la somme, la subvention de l'art, la subvention de l'éclairage public et la subvention de la Smart City. Donc, on est bien d'accord que tout ça est sous contrôle et qu'il n'y aura pas cet argent qui pourra être dépensé autrement que pour ces critères et ces engagements financiers. Il y avait... Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Viviane. Il faut quand même que je revienne sur l'Arche parce que même si ce n'est pas l'ordre du jour, là, c'est deux choses différentes. Exact. On part de zéro, on alloue une subvention de fonctionnement à l'Arche. Le reste, il y a une société, voilà, il y a un SPIC qui est là pour gérer l'Arche, je veux dire avec un conseil d'administration. Ils ont fait un budget, ils ont prévu un budget à l'équilibre. Il n'y a pas un passif derrière, il n'y a rien derrière. Aujourd'hui, on va voir si le navire il peut naviguer avec ce budget qui a été prévu, ou s'il n'arrive pas à naviguer, on en tirera les conclusions. On reviendra, on changera la barre, etc., etc. Là, on a un passif derrière, on a un gros passif. Et je veux dire que c'est par rapport à ça qu'on ne peut pas comparer deux situations. C'est comme si on achète une voiture neuve, on l'a là dans le garage, et puis je dis merde, je ne peux pas l'assurer, je n'assure pas. Moi, je pense qu'il y a juste un problème. Il faut que je réponde quand même. À la question, il faut que je réponde. Enfin, je ne veux pas couper la parole, je m'excuse, mais on est bien d'accord que demain, si on ne peut pas finir l'Arche, comment on peut la faire fonctionner? Non, mais je ne parle pas de finir. Non, mais si on n'a pas l'argent. Je suis d'accord avec toi. Je ne discute pas de ça. Je ne dis pas ça par rapport au parallèle qu'on a fait. Non, mais il y a une corrélation entre la finition. La corrélation, c'est qu'on est bien obligé, Antoine, de finir le paiement pour pouvoir. Bien sûr. Parce que sinon, on ne pourra pas commencer à travailler avec l'art. Juste Carmelo. Vas-y, Carmelo. Non, parce que concrètement, pour revenir aux 3 millions d'euros, pour pas un petit peu dispatcher ni avec les CA, c'est un autre discussion. C'est vrai qu'on a de l'argent. L'Arche, ça a coûté 13 millions d'euros. Il y a beaucoup de choses encore qui sont prévues dans les 13 millions d'euros par rapport à l'Arche. D'accord, bon, mais je ne veux pas en revenir là. Je parlais par rapport aux 3 millions d'euros. Avec à une réunion de bureau, on avait parlé des participations de communes, plan A, plan B, plan C. Donc, si on fait ces 3 millions d'euros en termes de trésorerie, est-ce que c'est encore d'actualité, les plans A, plan B, plan C par rapport ça ne change rien. Ça ne change rien. Les scénarios, les perspectives financières à travers les scénarios n'ont rien à voir avec une ligne budgétaire qui vient simplement compenser le moment où la trésorerie n'est pas là. Le décalage, exactement. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 3 millions d'euros-là, ils ne doivent servir que comme fonds de roulement. Oui, c'est ce qui est. Si c'est utilisé à d'autres fins, c'est que, quelque part… Ainsi, vous contrôlez l'engagement de chaque facture. C'est ce que Claude a dit avec Fabien. C'est évident. Si il faut terminer les travaux pour récupérer les subventions, si les travaux sont pas terminés, on ne peut pas récupérer les subventions. C'est ça. C'est d'accord. Il y a une situation de blocage. Exact. Mais il faut être garant que le blocage qui en est fait, il n'y aura pas de souci. Cette situation de blocage qui je finis ça, je réponds. Ce que je voulais vous dire, parce qu'il y a quelque chose quand même de vertueux, c'est-à-dire que si on ne fait pas ça, on peut ne pas le faire. Et je vais vous expliquer comment ça va se passer. C'est qu'on n'aura pas l'argent, on va faire du découvert, on va se retrouver face à des ajouts hyper importants. Donc finalement, on contribue finalement à se mettre une balle dans le pied. Là, et encore une fois, quand je dis que je garantis ce que demande Sébastien, c'est que derrière, forcément, il faut absolument mettre le contrôle. Et à chaque fois, je l'ai dit, au bureau communautaire, on expliquera la dépense liée à cette ligne d'écriture qui correspondra forcément aux critères liés aux subventions à la TVA, ce que j'ai indiqué, et je vous transmettrai exactement tous les libellés, et vous verrez bien que cet argent sert exclusivement à ça. De toute façon, on va se faire automatiquement au compte administratif que vous verrez en début 2022. On voit effectivement que les dépenses n'ont pas été affectées ou incontrôlées ou glissantes ou ailleurs. Eh ben, il faudra que tout le monde prenne son temps de regarder ce gros dossier des comptes administratifs comme a fait
Fabien et Claude, sur le précédent budget primitif, n'est-ce pas? Alors, moi juste deux mots. J'ai retrouvé une délibération pour ce pôle culturel. La première délibération qu'on a eue, le pôle culturel devait coûter 8 millions d'euros. La commune d'Autange était d'accord pour ce pôle culturel à 8 millions d'euros. Au fur et à mesure des années où ça a monté, il fallait des dépenses supplémentaires, tout, on a commencé à refuser ce pôle culturel. Aujourd'hui, je m'aperçois que finalement, c'est bien le pôle culturel qui nous plombe vraiment notre trésorerie. Et on ne peut pas le nier. Je veux dire, quelque part, on n'avait pas les reins assez solides pour avoir ce genre de choses. On les a aujourd'hui. On ne peut pas faire autrement. On les a, on est dans la nuise, il va falloir y aller. Par contre, je mettrai une forte point d'interrogation sur tous les projets qu'on a pensés ou qu'on veut mettre en place. C'est-à-dire qu'il va falloir d'abord assainir les comptes avant de faire des choses. Moi, c'est ma façon de voir les choses, parce que je crois qu'on n'y arrivera jamais sinon. Il faut être serein. Entièrement d'accord avec Il faut être serein, je suis désolée, mais il va falloir mettre la pédale douce sur tous les autres projets. Tout ce qui est en place, on va le faire. On ne peut pas arrêter. Exactement. Comme il y a Prélude qui est en route, il y a l'éclairage public qui est en route. Ça, il faut faire. Le terrain d'accueil des voyages, il va continuer aussi. Et après, il faut s'arrêter là. Je suis désolée, on n'a pas l'argent pour. Je le répète, Claude. On n'a pas l'argent pour. Moi, je suis désolée. Sinon, moi, je vais une situation. C'est aussi bien que monter des projets. On n'est pas obligé ici de laisser un nom parce qu'il a fait ça ou on a fait ça. Je veux dire, on est tous élus ailleurs. On peut faire des choses dans nos villages ou dans nos villes. Et aujourd'hui, si à la communauté de communes, on arrive à avoir la sérénité et à avoir quelque chose de correct et qu'on laisse à d'autres des choses propres, même on aura fait des choses. Je ne veux pas croire qu'on n'aura rien fait. On aura fait quand même des choses. Donc, on sera déjà bien content de laisser quelque chose. On aura fait plus dur. On aura fait plus dur. Et pour terminer quand même ce sujet qui est important, très important, rappelez-vous dans la prospective et des 3 scénarios, Sébastien avait parlé d'une ligne budgétaire et d'aller chercher une trésorerie. Et tout le monde avait dit que c'était une bonne idée. Mais j'ai l'impression qu'on a oublié qu'il en avait parlé. Je pense surtout qu'on avait besoin de précision et de clarté parce qu'on ne parle pas forcément toujours le même langage. Et c'est vrai que la finance, c'est toujours un petit peu délicat et je crois que nous voilà rassurés. Il y avait encore juste en même temps, juste une toute petite remarque, il avait été dit à un moment donné de la présentation qu'on pouvait peut-être envisager à un moment donné, si on était un petit peu rasséréné, de peut-être muer ça en un emprunt. Je pense qu'il ne faut même pas qu'on l'envisage. On est d'accord, et je crois que la CLEC aussi nous permettra d'avoir le cap, parce que la CLEC est une chose importante. Je rejoins ce que disait précédemment dans un autre débat Antoine. C'est vrai que la CLEC est déterminante et que demain, tout viendra de nos accords de la CLEC. Et là, ça nous permettra de savoir si on a une capacité de financer d'autres projets ou pas. Ou pas. Justement, en parlant de ça, je dis, pour savoir à quoi peuvent servir ces 3 millions d'euros, je dis demain, si on fait des études sur l'aire d'accueil des gens du voyage ou autre, il faudra bien aller chercher au départ cette trésorerie pour ensuite demander des subventions. Ensuite, il ne faut pas oublier que par rapport à ce qui est géré au quotidien par les communes, il y a aussi une baisse de la DGF qui est donnée par l'État. Et cette baisse-là, aujourd'hui, elle incombe chaque budget d'année en année. Et il y a une réforme de la taxe d'habitation qui fait perdre 125 000 euros à la communauté de communes. Il faut aussi l'impacter. C'est une histoire de 400 000 euros qui sont perdus chaque année et que la communauté de communes, qui est la seule du Grand Est à se développer comme cela, doit aller chercher. C'est-à-dire que si aujourd'hui on était 27 000 habitants et qu'on gérait pour 27 000, ce serait bien. Aujourd'hui, on est plus proche des 30 000. Et avec le décalage du recensement, on aura aussi une DGF qui tardera à venir équilibrer. Donc, on est toujours en chasse-patate comme ça parce que la population augmente et à chaque fois, on fait un budget pour un nombre et ce nombre-là ne fait que croître. Il faut le savoir. Et ça augmente encore nos problèmes de trésorerie. Ça, c'est aussi une des idées. Donc, il va peut-être le falloir. Tu voulais pas parler, Gilles? Voilà, donc effectivement, 3 millions, ça peut paraître un gros chiffre, mais bon, lié à ce qui se passe, je pense que c'est encore pas excessif, je trouve. Deuxièmement, les choses sont bien claires et on se rend bien compte entre le budget prévisionnel qu'on a voté et les objectifs qu'on se pose. L'aire d'accueil des gens du voyage nous rattrape beaucoup plus vite que la pensée qu'on aurait pu avoir. Je rappelle aussi qu'il y a d'autres choses qui vont arriver, la mobilité sur ce territoire, les conséquences que ça va avoir, les participations qu'il va falloir faire.
Donc voilà, on a fait le tour effectivement, ce qu'on avait prévu forcément la première année et peut-être ce qui va arriver la 6e année, et ce qu'on avait prévu en 6e année va peut-être arriver beaucoup plus vite qu'on le pense. Donc c'est sûr que ça va être une facilité de gestion, mais comme la confiance n'exclut pas le contrôle, je demande que les engagements et les choses soient bien clairs sur ces dépenses, et comme on est sur, et j'ai entendu ça sur le budget, un budget sobre, effectivement, la sobriété va avec le contrôle. Vous voulez. Oui, vas-y, Sébastien. Non, c'est bon, tu veux le passer. Parce que je voulais répondre. Je voulais vous dire aussi, quand même, hein, en complément d'information, c'est la première fois qu'on aura un budget en antériorité, c'est-à-dire qu'au mois de décembre, le budget sera fait. Forcément, ça nous permettra d'anticiper tout ce qui est lié, parce que, regardez, hein, le budget, on l'a tiré la dernière fois, on était déjà presque au mois d'avril, fin avril, et c'est tout juste pas possible. 4 mois, 5 mois d'activité sans avoir une ligne et une feuille de route budgétaire, c'est un peu compliqué. Donc, encore une fois, hein, moi je pense que l'arrivée de Sébastien, et je reviendrai Sébastien parce que c'est toujours une histoire d'hommes, on a des hommes compétents au pupitre et aux manettes, bien entendu qu'on l'aide, hein, nous élus on aide, on ne peut que l'assister et comprendre les sujets avec lesquels il anticipe, mais je crois qu'on a là, à mon avis, une année qui arrive qui est beaucoup plus, moi, favorable dans le déroulement que ce qu'on a pu avoir la dernière fois, où on a vraiment été un peu spectateur du budget, parce que en retard, avec déjà 4 mois, 5 mois d'activité, donc on essaye de consolider les choses. Je pense que là, on est plutôt dans l'anticipation, et ça, je veux le faire remarquer, parce que c'est une première à la CPHVA qu'on puisse faire un budget en antériorité. Voilà, c'était aussi ma petite pointe sur le côté rigueur budgétaire. Mais encore une fois, hein, on est bien tous d'accord qu'on doit, avec Fabienne, être très près de toutes les dépenses, et on a bien dit que la sobriété est le premier axe aujourd'hui qu'il faut développer, et le deuxième, c'est que l'argent qui est prévu pour telle et telle chose soit bien aujourd'hui aligné avec ça, que ça ne dérive pas et que ça n'aille pas autre part. Voilà, je pense que si on peut aller… Passe-le au vote. S'il y a d'autres, si c'est bon, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Très bien. On va attaquer le point 6. Marie-Rose, c'est pour toi. Alors, modification d'agrément multi-accueil domestique. Alors, la CCPHBA a étendu la compétence petite enfance au EAJE, établissement d'accueil de jeunes enfants, du territoire à compter du 1er janvier 2019. À ce titre, elle assume la gestion des EAJE suivant multi-accueil Audantige 30 places, multi-accueil Omnes 32 places, multi-accueil de Villerupt 30 places. Le guichet unique de demande de places d'accueil est opérationnel pour les familles à compter de septembre 2021. Il est géré par le relais petite enfance qui centralise toutes les demandes. Le multi-accueil d'Omnes ne peut accueillir d'enfants en surnombre comme le prévoit la législation en vigueur en raison d'espaces sommeil trop restreints. Les multi-accueils d'Audantige et Villerupt peuvent ponctuellement accueillir jusqu'à 34 enfants. Les temps de travail administratif des directeurs ne sont pas répartis uniformément sur la collectivité en raison d'agréments différents des structures. Afin d'uniformiser les fonctionnements des EAJE du territoire, une proposition de modification d'agrément du MAC multi-accueil d'Omnes, en passant de 32 à 30 enfants, a été proposée au bureau le 7 juillet 2021. Cette modification harmonise les fonctionnements et permet d'augmenter la qualité d'accueil. Le multi-accueil aura ainsi un agrément de 30 enfants, comme les autres EAJE, et pourra continuer à accueillir 32 enfants ponctuellement en fonction des demandes. 32 est le nombre d'enfants maximum que la structure peut accueillir en raison des mètres carrés disponibles dans les dortoirs. Aucun changement ne sera perceptible pour les familles. Le projet de délibération, vu l'intérêt de diminuer la capacité d'accueil de l'EAJE de Metz dans le cadre de l'harmonisation des structures du territoire, vu l'avis favorable du bureau informel du 7 juillet 2021, le déclare favorable à la diminution de la capacité de l'accueil de l'établissement d'Omès en passant de 32 à 30 enfants. Autorise le président à solliciter les partenaires dans cette optique
et donne plein pouvoir au président pour signer tout document relatif à ce changement et assurer l'application effective de cette délibération. Donc, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, je passe au vote. Moi, juste avant, alors ça n'a rien à voir sur, enfin, si, ça a à voir sur la petite enfance, hein, mais simplement une petite question, parce que ce qui remonte de plus en plus, c'est qu'éventuellement, il y a les agents qui vont commencer à pouvoir être des agents mobiles sur les différentes structures. Enfin, c'est moi, du coup, c'est ce qui m'est remonté. Maintenant, est-ce que c'est simplement une rumeur, entre guillemets, de couloir, ou est-ce qu'il y a vraiment des discussions? Parce que quand il y a eu la reprise de compétences petite enfance, et là, je prêche pour la crèche de Villerue notamment, parce que quand je me souviens quand l'Interco a rencontré les agents, une des choses qui leur avait été dit, c'est qu'il n'y aurait pas de personnel mobile. Or, maintenant, ça remonte de plus en plus. Et donc, je voulais savoir s'il y a vraiment des discussions qui ont été entamées, si c'est simplement une rumeur ou non, pas du tout. Et on peut rassurer les agents, ou alors vous pouvez rassurer les agents justement pour dire que non, il n'y a pas les agents ne seront pas mobiles sur les différentes crèches. Je laisserai la parole à Thierry Maurestin. Moi, je peux peut-être dire en théorie, quand on était là, quand on a signé pour la petite enfance, juste un renseignement, on s'était dit que le personnel qui était, maintenant je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tous les cas, le personnel qui était en place, il ne bougeait pas. Par contre, les nouveaux contrats, Voilà, c'est ça. eh ben, on pourrait les faire bouger. Les personnes qui étaient déjà en place, on ne pouvait pas les faire bouger. Donc, moi, je pense que c'était ça la façon de travailler. C'est une réponse qu'on a mis en place. Voilà, c'est ce qui est mis en place. Voilà. Donc, c'est bien. C'est bien ça, Pierrick. Hein. Donc, les agents en place ne bougent pas et les nouveaux arrivants auront la possibilité de tourner sur les différents centres. Voilà. Mais ils le sauront. Ils le sauront, ils seront avertis à l'embauche. Ouais. Je confirme effectivement ce qui vient d'être dit dans les discussions qui ont été faites, effectivement, et sur les statuts, et sur les grades, et sur les avantages des agents présents et à la reprise souhaitée. Et le mouvement se fait sur les gens nouveaux, effectivement, il faut arriver à le comprendre. Il y a effectivement des fois des soucis sur certaines structures avec des absences et des maladies qui fait que ça switch un peu d'un côté et de l'autre, mais semblerait, après, à la libre gestion des directrices et de la direction de l'Interco, de voir après si en négociation, tout le monde est confirmé. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit des gens qui étaient en place au moment de la prise de compétences. Voilà. Ça ne switche pas. Hein. Les seules personnes qui peuvent naviguer d'une structure à une autre sont des gens qu'on a recrutés au titre de la CCPHVA. Tout à fait. Les autres, voilà, ils sont en place dans leur structure et ça ne bouge pas pour le moment. Et ça, ce sera le cas pour les agents au Dantich parce qu'ils vont tous être recrutés par la CCPHVA. Non, ils vont être recrutés à la CCPHVA avec ce qu'ils sont actuellement. Je veux dire, on est dans une autre situation. Puisque en fait, là, on était en transfert de compétences, là, on est dans une DSP. Après, voilà, je pense que pourquoi mettre en place une autre règle? Voilà. Donc, si les gens sont en place à Audin, ça fonctionne. Si demain j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui me sollicite parce qu'il souhaite aller dans une autre structure, ben, on verra s'il y a un poste. Voilà. Bon, bah, très bien, merci pour les réponses en tout cas, et puis ça permettra justement, si on est interpellé, de redire tout ça. Voilà, ça rassurera le personnel. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vais passer au... Très bien. Moi, juste par contre, je dois vous quitter, et donc c'est pour ça que je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de conseil. Merci, bonne soirée à toi. Donc, je reprends le point numéro 7. Reprise en régie du multi-accueil d'Audin-Tiche. Alors, le multi-accueil d'Audin-Tiche est géré par la Fédération Léo Lagrange en délégation de service public. Ce contrat prendra fin au 31/12/2022. Les différents scénarios de gestion des établissements d'accueil du jeune enfant du territoire ont été présentés au bureau communautaire du 7 juillet 2021. Afin d'avoir une maîtrise complète du service et une unité de gestion des EAJE du territoire, le bureau communautaire s'est prononcé en faveur d'une gestion en régie de tous les établissements. Et à l'époque, il s'était prononcé à l'unanimité. Le projet de délibération, considérant l'intérêt d'uniformiser les modes de gestion et de l'accueil des EAJE du territoire, considérant l'intérêt d'offrir une équité de services aux familles, considérant l'intérêt de préserver le service public, se prononce en faveur d'une reprise en régie de l'EAJE d'Audin-Tiche,
se prononce en faveur de l'intégration du personnel de l'EHE d'Antich à compter du 1er janvier 2023, autorise le président à entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération, inscrit au budget les crédits nécessaires à cette reprise en régie, autorise le président à signer tout document relatif à la reprise en régie de l'établissement. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, il y en a une. Là-haut. Ah. Oui. Madame Baudet. C'est elle qui voulait intervenir. Ouais, on n'entend pas. On n'entend pas. On n'entend pas. Le micro. Bon, voilà. Alors moi, j'aimerais savoir si c'est quelque chose donc, qui va se généraliser à toutes les crèches de la communauté de communes. Il y en a 3 pour l'instant. Il y en a 3. Hein. Aux 3 crèches de la... Ça va généraliser. C'est en... Non, puisque celles de Metz, elles sont déjà en régie. Elles sont déjà à la communauté. Déjà en régie. Et deux communes qui étaient sous Rue et délégation de service public. La crèche. Et on a une idée du budget qui est inscrit du coup pour ce projet? Disons que ça n'a pas été divulgué au 7 juillet, mais logiquement, on vous fera parvenir ce que ça va coûter, mais sensiblement, ça sera le même coût qu'avec Léo Lagrange, d'après ce qu'on en avait parlé le 7 juillet. Il n'y aura pas un grand changement dans le coût. Ok. 400 000, 500 000. Oui, moi je voulais intervenir parce qu'avec Claude, on s'est quand même posé quelques questions parce qu'effectivement, on avait été conviés à une commission. Ce n'était pas un bureau, mais c'était une commission où on nous a présenté les différents scénarios. Donc, est-ce qu'on reprenait toutes les crèches en régie? Est-ce qu'on faisait DSP pour toutes les crèches? Est-ce qu'on faisait du mix? Est-ce qu'on gardait la régie sur Omès et Villerue et la DSP sur Oda? Donc, différents scénarios. Et à ce moment-là, avec Claude, on a dit qu'a priori, on était favorable à la régie parce que pour nous, c'est toujours mieux quand c'est géré par le service public. On a vu les problèmes avec la DSP, on ne va pas rentrer dans les détails ici, ce n'est pas le but, mais on a vu qu'il y avait des problèmes avec Léo Lagrange. Donc nous, on a dit, a priori, on est favorable à une régie, mais on aimerait avoir un minimum de prospection, un minimum d'outils de pilotage, parce qu'il est clair qu'avec le Covid et par exemple le télétravail, ça a changé beaucoup de choses. Il y a maintenant, on le voit même dans la fonction publique, on est en train de mettre en place le télétravail. Donc, on va avoir une certaine flexibilité à mettre en place au niveau de ces structures-là. Et avec Claude, on avait demandé d'avoir une projection, tu m'arrêteras Claude si je me trompe, d'avoir un minimum d'outils de pilotage. Et là, on lit qu'on a décidé à l'unanimité du bureau communautaire. Moi, il ne me semble pas qu'on en ait parlé en bureau communautaire. Non, c'était une commission, mais à l'unanimité, tout le monde était d'accord pour reprendre en régie. Oui. Ça, c'est certain. Ah oui, le but de la régie, on est tous d'accord. Le pilotage, comme je dis, il y a le guichet unique qui a été mis en place et qui a démarré en septembre, là. Et donc, c'est Bérangère qui gère toutes les demandes pour le placement des enfants. Il y a un guichet unique et c'est important, ça, parce qu'avant, les familles s'adressaient aux différentes structures. Et il y a eu quelques couacs. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et là, maintenant, c'est géré vraiment en toute impartialité. Et Bérangère, et ça marche très bien. Il y a beaucoup de demandes actuellement. Voilà. Bon, franchement, c'est bien géré. Le problème, c'est qu'on a quand même 14 personnes sur ODA en DSP, hein, et on aurait voulu avoir un minimum d'anticipation par rapport aux frais que ça va engendrer, quoi. Et on était, enfin nous, avec Claude, on en a discuté, hein, on en a discuté avant le conseil communautaire, on s'est dit, on n'a pas le sentiment que les réserves qu'on a émises, parce qu'on a émis quand même lors de cette commission un certain nombre de réserves, on n'a pas l'impression que ces réserves aient été entendues, retenues, parce que depuis, on n'a aucun élément là-dessus. Et aujourd'hui, on s'engage quand même sur une régie, quoi. Donc, encore une fois, on est favorable à la régie, hein, et on l'avait dit. On avait bien dit qu'a priori, on était, mais on aurait aimé avoir un minimum
de prospection, d'outils de pilotage par rapport à ça? Lors de cette commission, il avait été, Stéphanie avait stipulé que c'était sensiblement le même coût au niveau du coût. Et maintenant, peut-être que Thierry peut apporter d'autres précisions, mais sinon, il n'y a pas de souci, on vous donnera les éléments nécessaires pour bien. Les coûts sont sensiblement les mêmes. Alors, dans ce qu'on a présenté, je le redis, on a présenté une projection financière, on avait précisé que c'était hors Covid. Aujourd'hui, on sait que le Covid, on va en subir les conséquences. Vous disiez tout à l'heure, par exemple, que voilà, c'est des changements dans le télétravail. Oui, pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Ce qu'on voit qu'avec ça s'appelle le guichet unique, on se rend compte qu'aujourd'hui, nous, à l'ACC, en ayant la main sur les inscriptions, on a une meilleure lisibilité en fait des vacances. Et si aujourd'hui, on va dire, le travail était fait sur les places permanentes, on va dire ça comme ça, en fait, il y a peut-être un travail insuffisant sur l'accueil occasionnel. Donc, c'est nous là-dessus qu'on va venir, on va dire, boucher les trous pour, excusez-moi, je n'aime pas trop le terme, mais rentabiliser, entre guillemets, l'établissement de façon à ce que financièrement, on s'y retrouve. Là où en fait, il va y avoir un surcoût, et c'est un surcoût qui est déjà en partie couvert, c'est lorsque l'on a fait la prise de compétences en 2019, on avait identifié un poste, demi-poste sur la partie support, et en fait, nous n'avons absolument pas recruté sur ce poste-là, parce que j'avais besoin personnellement de voir en fait les services support du moment, quelle était la capacité de travail qu'ils avaient, en sachant que je vous rappelle qu'en 2019, on a multiplié les effectifs par 2. Tout simplement, on est passé d'une trentaine et quelques à 70 personnes. Et donc, je voulais voir comment ils étaient occupés dans leur travail. Aujourd'hui, depuis, voilà, les gens sont partis, on en a recruté d'autres. Là, il y a encore environ une bonne douzaine de personnes qui vont arriver. Aujourd'hui, enfin pour moi, c'est clair, sur la partie support, il faut que je fasse rentrer quelqu'un. Sur la partie comptabilité, non. Sur la partie RH, non. Donc, ça sera essentiellement cette partie-là, mais elle a déjà été prise en compte en partie dans le cadre du transfert, pour lequel, en fait, j'ai souhaité en fait, ne pas recruter quelqu'un. En disant, je préfère attendre, je veux voir comment ça fonctionne. Si les gens du support en fait étaient, on va dire, dans un travail quotidien tranquille, eh bien, ça me permettait de mieux apprécier en fait la capacité, le gap qu'il pouvait y avoir à supporter cette montée d'effectifs. Aujourd'hui, avec 12 personnes supplémentaires, enfin, pour moi, ça sera très compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué en RH. Parce que la problématique qui se pose aussi, c'est qu'on a vu sur Omes, on est passé de 32 à 30. Sur Oda, on est à 30, sachant qu'on est en surbooking aujourd'hui. On est passé de 35 à 32. Ah oui, 35 à 32. Sur Oda, on sait qu'on est en surbooking. Donc, est-ce qu'on a la capacité aujourd'hui d'absorber sur les crèches de l'Interco, et ça, indépendamment de la régie ou de la DSP? Alors, aujourd'hui, sur la crèche de Villerue, on y était encore hier soir, on en a encore parlé ce matin. Donc, on a, à travers le guichet unique, on remplit relativement très bien. On a encore quelques places en occasionnel, sur lesquelles on va travailler, bien évidemment. On sait qu'aujourd'hui, sur OMS, semblerait, je mets tout ça au conditionnel, parce que le guichet unique vient d'être mis en place, donc il faut vous laisser un petit peu de temps qu'on puisse prendre le recul. On pense que la capacité n'est pas atteinte, celle qu'on pourrait penser, voilà, qu'il y a encore des places. Il va falloir qu'on étudie, qu'on voit pourquoi c'est comme ça. Est-ce que c'est effectivement la partie occasionnelle qui n'a pas été suffisamment travaillée, ou est-ce que tout le monde fait, on sait que l'environnement de Villerue, c'est plus urbain, donc il y a plus de monde, et là on est sur un plan plutôt rural, quand bien même on est sur un axe frontalier. Voilà, il faut qu'on regarde ça, mais en fait, le guichet unique va nous permettre assez rapidement de pouvoir nous mettre en ordre de bataille. Et l'absorption du MAC de Villerue, voilà, ça nous coûtera un logiciel, la mise en place du logiciel, le même que le a, de toute façon, ce qu'on ait bien une visibilité sur les 3 établissements. Aujourd'hui, en fait, on se parle. Voilà. Après, ça permet aussi de mutualiser les coûts, quoi.
C'est ça aussi, quoi, c'est ça. L'idéal, ça serait que demain, comme vous disiez tout à l'heure, même si voilà, on a pris des engagements, mais effectivement, lorsque, par exemple, on pourrait imaginer que dans un multi-accueil, il y ait moins d'enfants, mais qu'on se retrouve en fait avec un nombre de personnel supérieur et qu'on puisse dire au personnel, mais écoutez, dans le mag libre, voilà, on a besoin d'un renfort, voilà. Si vous ne pouvez pas vous déplacer là-bas. Ça serait la solution idéale. Et vous avez bien compris par rapport à ce qu'on s'est dit juste avant, que ce n'est pas l'option qu'on a prise pour le moment. Pour l'instant. Dans la mutualisation, sur la question de la mutualisation, est-ce que dans les contrats de travail, il est prévu que les gens peuvent être itinérants sur l'ensemble ou pas? Parce que ça demande forcément un accord préalable et je pense que c'est une réponse aussi pour optimiser les coûts. Mais juridiquement, est-ce que… C'est pour ça que je vous disais qu'en fait, les agents, en fait, quand ils sont recrutés aujourd'hui, ils sont recrutés au titre de la CCPGA. La CCPGA, elle rayonne sur un territoire. Ouais. J'ai quelques précisions. Merci Michel, parce que je pense effectivement que l'occasionnel, plutôt que le fixe, est beaucoup mieux géré. Et moi, je le vois, enfin, je le sens, je le perçois. Il fallait savoir avant, quand les structures étaient indépendantes, c'était géré par une directrice qui faisait sa gestion comme elle le faisait sous contrôle des élus, donc avec plus ou moins d'efficacité, d'efficience et de remplissage au bon moment. Voilà. Donc là, on est quand même sur plus de la randomisation d'espace libre et ça va mieux. La deuxième chose par rapport à ça, et tout le monde se rappelle le précédent mandat, comment a été passé le contrat en DSP très rapidement, alors que c'était en discussion sur l'Interco au niveau de Léo Lagrange pour Odin-Tiche. Si ce n'était pas pour embêter l'Interco, c'était bien pour embêter tout le monde. Et je rappellerai aussi qu'à l'époque, et ça avait fait sourire mon collègue ancien maire de Villerupt, que Mme Fattori était au courant, étant dans l'opposition, que c'était la seule crèche à Odin-Tiche qui rapportait de l'argent, sauf qu'elle était équilibrée par le budget général. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. Une crèche ne rapporte pas d'argent. Non. Une crèche est un coût, et c'est surtout un service à la population. Tout à fait. Il est bien, sans vouloir faire une suprastructure, d'avoir une meilleure randomisation du service, une mise en commun, un guichet unique qui permet de… Désolé, sur OMS, on est plus en périurbain et zone de passage, et c'est sûrement pour ça, et je pense que le Covid n'a pas aidé justement par rapport à ça. C'est pour ça qu'à l'époque, on avait conventionné avec d'autres communes qui nous permettaient aussi de remplir les choses. Voilà. Ah, il y avait Thierry. Ouais. Moi, j'avais une question, mais c'est une simple question, parce que je n'ai pas de réponse. On passe d'un système associatif, donc privé, puisque c'était la fédération Léo Lagrange. On passe à un système donc avec une convention publique. Je parle pour les salariés. En fait, nous avons des obligations. On doit proposer un contrat de droit public à chaque salarié. Voilà. Après, c'est lui qui accepte le refus. Ou de ne pas accepter. S'il n'accepte pas, on supportera les coûts des licenciements, etc. Parce que c'est un choix, en fait, c'est un choix de la collectivité. C'est politique, hein. C'est nous qui en supportons les conséquences. Non, parce que j'ai entendu tout à l'heure justement que le système public était peut-être plus avantageux pour les salariés. Et c'est pour ça que je pose la question, un système de leur convention, est-ce que c'est mieux que la convention qu'ils avaient avant avec une convention peut-être d'animation socio-culturelle, je ne sais pas, avec la fédération Léo Lagrange? Pour l'avoir fait déjà dans une précédente vie, je veux dire que les gens en fait, étaient plutôt satisfaits d'avoir intégré le système de fonction publique. D'accord. Le personnel a gardé ses cadeaux de fin de Noël. Oui. Non, parce que je sais que ce n'est pas toujours le cas. Hein. Ce n'est pas toujours les mêmes avantages. C'est pour ça que je dis. Après, c'est public. C'est le même débat en inverse que vous avez eu sur Boulange avec les Francais qui étaient gérés et tout ça. Donc tout est proposé aux gens, les gens acceptent ou n'acceptent pas. Les gens prennent les conditions ou ne les prennent pas. Là, effectivement, on est plutôt dans une structure publique. On a déjà fait ça au niveau de l'intercommunalité avec les ordres ménagères. Hein. Oui, voilà. Parce que c'était qui faisait les ordres ménagères en privé, on a dû reprendre le personnel, on a été embauché. Le matériel, le personnel. On a tout repris.
Bon, après, c'est aussi par rapport à la qualité du service qui est presté. Oui, il n'y a pas photo. Et tu n'es pas dans un souci de rentabilité, tu n'es pas là pour rentabiliser. C'est plutôt pour prestation. Il y aura un meilleur service rendu. de qualité, surtout. Je vais passer Ça sera plus lié au service que l'Interco est obligé de rendre qu'à la gestion à titre individuel de direction en régie ou pas, en délégation qui le faisait. Moi, j'ai trouvé un avantage, je vous le dis honnêtement, parce que c'est quand même beaucoup mieux géré et ça cligne beaucoup moins. On va la mairie, ça crée la DERCO maintenant. Écoute, On va passer au vote. Attends, Guillaume, je réponds. Je le verrai sur le turnover, parce que le turnover est quand même l'élément qui permet de dire qu'une structure va mal. Il y a eu beaucoup de turnover quand c'est devenu en interco, donc c'est que ça va. Marie-Rose va y aller, elle va le Je passer. repasse au vote. Allez, passe au vote, Marie-Rose. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. On vient le gérer. On va attaquer le point 8 avec. On va attaquer le point 8 avec l'urbanisme. Jean-Jacques. Bien. Alors, question avec la Maison du Luxembourg. Alors, depuis 2006, la Maison du Luxembourg, bon, service public qu'on peut considérer comme indispensable au quotidien des travailleurs frontaliers surtout, couvre le territoire nord-mosellan. Alors, la CCPHVA fait donc partie de ces communautés partenaires de la Maison du Luxembourg. Pour rappeler, les autres partenaires, c'est Corps-de-France, Val-de-Fench, Cattenom et environ, l'Arc-Mosellan, Bouzon-Villois, Trois-Frontières, et puis bien sûr la CCPHVA. Voilà. Ça donne la liste de tous ceux qui participent avec à cette Maison du Luxembourg. Alors, à ce titre, bien entendu, la convention de mutualisation doit être renouvelée, étant donné que sa durée est de 6 ans. Donc, il faut la refaire maintenant du 1er janvier 2021. On est déjà un petit peu en décalage, vous pouvez constater par rapport à ça, au 31 décembre 2026. Alors, on précise que la masse annuelle de dépenses est répartie entre les parties à concurrence des usagers ayant fréquenté la Maison du Luxembourg et issus des territoires concernés. Alors, pour vous donner le point d'explication sur la fréquentation, pour la CCPHVA, bien sûr, en 2017, je vous donne les chiffres, a été de 347 personnes quand même qui avaient fréquenté. 2018, c'est descendu à 182, puis 2019 et 2020, avec le Covid et autres, bien entendu, c'était plus compliqué. Donc, il y a eu quand même 144 en 2019 et 132 pour 2020. Donc, c'est 132 pour 2020, puisque je dirais la partie financière correspond au nombre de personnes qui ont été voir, correspond donc à 3 896 €. Voilà ce que ça correspond pour 2020. Alors, donc, considérant quand même que l'intérêt que représente le service rendu par la Maison du Luxembourg, surtout pour toutes les informations, comme on l'a dit, par rapport au service public et à la vie quotidienne pour nos frontaliers. Donc, l'objet de la délibération, c'est d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention de mutualisation proposée par la Maison du Luxembourg, de prévoir, comme ça a été évoqué, après les crédits au budget primitif 2021 et puis les suivants, bien sûr, pour jusqu'en 2026 et donner pouvoir à Monsieur le Président sur cette affaire. Il y a une question. Sarah pose une question. Oui, Sarah? Oui, bonsoir tout le monde. Ce qui m'interpelle un peu, vous dites les chiffres ont baissé. Par contre, là où je ne vous rejoins pas, Monsieur Bourson, si c'est bien vous qui avez parlé, la fréquentation, si elle a... Donc, c'est bon. J'ai bien reconnu la voix. Donc, ce qui m'étonne, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'en raison du Covid, la fréquentation a baissé en 2020. Bien au contraire, moi, je vous dirais que dans les autres syndicats, la fréquentation, elle a explosé. Dans le sens où il y a des gens qui ont perdu leur travail en raison du Covid, que les employeurs ont dû profiter. Donc, moi, je m'étonne un peu de ces chiffres. Bon, la raison, voilà, vous me dites le Covid, je ne suis pas d'accord avec vous. Et par contre, là où je voudrais comprendre, parce que c'est la première fois que j'entends parler de cette convention, si j'ai bien compris dans cette convention, nous donnons une dotation
afin de leur payer les loyers, les charges. Et chaque partenaire, c'est ça. Chaque partenaire, effectivement, je dirais, participe au pourcentage du nombre de la fréquentation, du nombre de personnes qui ont été à cette maison du Luxembourg. À titre indicatif, Alors, oui. Est-ce qu'on pourrait avoir le montant, à tout hasard, de 2017 où il y avait 347 personnes, par exemple? En 2017. Oui. En 2017, la contribution elle était de 6 000. Alors, il y avait 347 personnes. Elle était de 6 208. Et pour avec le Covid, pour l'interdiction de se déplacer. De se déplacer, et puis voilà. Donc, alors maintenant, effectivement, il y a eu d'autres problématiques. Moi, je dis par rapport à cette fréquentation-là. Oui, les déplacements. Mais à partir du moment où vous devez bien comprendre que quand on est Maison du Luxembourg et qu'on fait des dossiers pour les frontaliers, qu'ils soient en droit du travail ou en droit social, cela exige quand même que le frontalier se déplace en présentiel pour signer les documents vis-à-vis des avocats et une procédure juridique. Donc, on ne me fera pas croire à moi que même côté présentiel, ça a pu autant diminuer à cause du Covid. Là-dessus, je ne serai pas d'accord avec vous. Sarah, ce n'est pas un syndicat, la Maison du Luxembourg. Hein. Ouais, je le sais. Non, je le sais. Elle donne des renseignements sur le droit du travail comme un syndicat. Mais il me semble que les gens doivent quand même payer une cotisation. 20 euros. 20 euros. 20 euros. Pardon? 20 euros. 20 euros, ben voilà. Donc, les gens payent déjà une cotisation. En droit de fiscalité, quand on demande à la Maison du Luxembourg de faire une déclaration d'impôt, ce n'est pas en dessous de 100 euros. Alors, moi, je ne sais pas. Quand on dit qu'on doit donner une dotation, je suis perplexe là-dessus parce que d'un côté, ils reçoivent aussi bien l'argent du contribuable. Ouais, vas-y, Vas-y. Je voulais savoir qui est le conseiller au conseil d'administration de la Maison du Luxembourg. Daniel. Au conseil d'administration de la Maison du Luxembourg sur le précédent mandat. Effectivement, je pense qu'il y a une adéquation entre le Covid et la baisse des chiffres, puisque ça démarre en 2018, 2019 et ça se termine avant le Covid. Je vais faire une parenthèse qu'on doit regarder entre nous. La direction au niveau de la Maison du Luxembourg a changé à ce moment-là. Et Véronique Audrian qui est partie en conflit et sur lequel la publicité et la mise en avant de la Maison du Luxembourg n'a plus été faite. À partir de là, il y a eu un vide pendant 1 an, effectivement, au niveau de la direction. Moi, ce que je demande, et c'est sûr, c'est ça, les chiffres me gênent aussi, c'est qu'il y ait premièrement un meilleur rapport et deuxièmement que la communication se fasse pour qu'on relocalise le service. Communication, puisqu'il était quand même relativement efficient, ça aidait quand même les gens qui s'installaient au Luxembourg, qui arrivaient au Luxembourg ou qui avaient des problèmes pendant, en complément de ce qui se passe dans les syndicats frontaliers. Mais je pense qu'il y a un souci là-dessus, sur le fait qu'il y a eu une perte d'efficacité, d'efficience. Et je pense qu'il va falloir revoir ça avec la direction, conseil d'administration de la Maison du Luxembourg. Moi, je voyais, il y avait des très, très bons chiffres, il y avait beaucoup de monde qui passait. Là, on se rend compte que ça patine un peu dans la smooth. Ça patine un peu, oui, tout à fait. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai, si on prend 2017, on va remonter ces infos-là à Daniel pour qu'effectivement, il voit sur la partie de la com, parce qu'il y a un grand service qui est rendu. Bien. On peut passer au vote? D'autres remarques? Voilà. Donc, je vais prendre l'ensemble, les 3. Je vous demande par rapport aux 3, donc autoriser le président à signer la conversion, de prévoir les budgets et puis de poursuivre sur ce dossier, de donner tout pouvoir à Monsieur le Président sur cette affaire. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Sarah, qui s'abstient? Bien. Merci. Je vous remercie. Juste une intervention entre les points. Qui voulait parler? Ici, je crois.
On voit la main. Je vois pas la main. René? Ici, je vois une main. Il touche l'écran, là, je crois qu'il est en train de décoller sur l'écran. Donnez-lui une lingette. Avec la jette. Juste une intervention, donc entre le point 8 et le point 9. Marie-Rose voudrait faire une intervention, s'il vous plaît. Je vais profiter qu'il y a tout le conseil communautaire pour parler au sujet de l'association française des premiers répondants. Vous avez été réceptionnaire d'un courrier pour demander à vos associations qui étaient comment dire, volontaires pour participer à cette association, pour faire la formation. Et apparemment, on aurait droit à 57 premiers répondants sur le territoire et actuellement, on a peut-être 6 candidats. Alors, j'aurais voulu que vous fassiez dans vos communes respectives un petit peu de publicité au niveau Faire de la pub. des associations. C'est pour faire un rappel, effectivement, à l'ensemble des maires et des Les répondants, oui. On fera un rappel et on en reparlera au prochain conseil communautaire, on le mettra sur la table. Pas de souci. Merci. Merci Marie-Rose. On va attaquer la mobilité. Juste, la CCPHVA est autorité d'organisation de transport depuis le 1er juillet. Et à ce titre, donc, les délégués des communes au sein des 2 syndicats SMITU et SMITRAL doivent être remplacés par des conseillers communautaires ou municipaux des communes formant la CCPHVA. C'est bien ce qui me semblait, tu vois. Ouais. Donc, je croyais m'être trompé. Donc, voilà. Donc, logiquement, en bureau, nous avons listé des représentants pour le SMITU et pour le SMITRAL. Je vous propose de vous les nommer déjà dans un premier temps et ensuite de voter pour l'ensemble de ces 2 listes au choix, en prenant en compte, bien sûr, toutes vos interventions. Pour le SMITRAL, Stéphane Brusco, Sébastien Réibi, Gilles Destremont, Viviane Fattorelli, Emmanuel Mito, Guillaume Petitclerc, Daniel Simarelli. Pour le SMITU, Fabienne Minichetti. Non, c'est pas moi. C'est Lionel Philippe. Ah, d'accord, ok. C'est Lionel? Lionel, c'est le prénom, Philippe, le nom de famille. Lionel Philippe, ok, pas de souci. Conseiller municipal. Voilà, pas de souci. On l'avait dit que c'était un représentant. On devait le définir au moment où ça a été choisi. En réalité, vous vouliez le mettre ou au SMITRAL ou au SMITU, donc c'était le choix. Antoine Falchi, Viviane Fattorelli et Stéphane Brusco pour le SMITU. Y a-t-il des remarques sur ces 2 listes? Juste une chose, parce que là, l'histoire du conseiller municipal, on avait parlé l'autre fois. On peut mettre un conseiller municipal à la place d'un conseiller communautaire. Dans la période transitoire, il ne faut pas l'oublier, c'est une période transitoire. Parce que le fait que si moi je vais au SMITU, ça m'oblige à enlever un conseiller municipal qui est lié à leur. Oui. Bien sûr. Ouais, j'ai pas envie de faire ça. C'est ça. Après, tu peux mettre un conseiller municipal. Alors, dans ce cas-là, si ce n'est pas obligatoire que ce soit un conseiller communautaire, je laisse un conseiller municipal. Bien sûr. Mais je laisse M. German. Pour le SMITU. Au SMITU, oui, bien sûr. German, pas de problème. G-U-E-R. M-A-N-N. M-A-2-N. Bernard. Il est déjà. Prénom? Bernard. Bernard, pas de problème. C'est parti. On leur notera. Donc, voilà. Il est donc conseiller municipal. Ouais. Pas de souci. Il dit déjà. Hein. Oui, il était au SMITU. Il est déjà, mais alors on le remet au titre. C'est un autre transitoire, ça ne dure pas le plus. Donc, c'est maximum 1 an. Alors, on n'a plus avant. Ouais, on a moins d'un an. 1 an au 1er juillet. On a moins d'1 an. Donc, voilà. Il nous reste 10 mois aujourd'hui pour trouver un accord. Donc, je pense qu'il y a un courrier qui est parti dans chaque commune pour demander des schémas de mobilité pour les communes qui ont déjà. Ça a été fait par Michael. Donc, Est-ce qu'il est prévu de faire une réunion entre. Une réunion avant de se rendre au syndicat, on fera une réunion de tous les conseillers représentant la CCPHVA au sein des 2 syndicats. Le mail que vous avez envoyé, vous l'avez envoyé longtemps ou pas? On l'a envoyé, oui, il y a 15 jours, 3 semaines. Le mail, 15 jours. Après la réunion qu'on avait faite sur la désignation. 3 semaines à peu près. 3 semaines au moins. Au moins 3 semaines. C'est pour donner déjà un axe de schéma de mobilité. Oui, bien sûr, pas de souci. Donc, on va redire de refaire un rappel, pas de souci. Y a-t-il des questions? Non, donc je vous invite à voter pour ces 2 listes. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Ah, si, madame, il y a... Ah, j'ai pas vu, pardon. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, pardon.
Une abstention, c'est vrai qu'en visio. Deux. Enfin, une double. Ouais, double, hein. Le pouvoir. Voilà. On ne veut pas voir, on ne veut pas voir. Hein. Ouais, c'est juste aussi. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais c'est vrai que des fois, en vision, on voit pas tout. Appel à manifestation d'intérêt labo urbain. La CCPHVA est partenaire pour le point 10. Donc, la CCPHVA est partenaire majeur de l'établissement public d'aménagement Alzette Belleval et conçoit le développement de son territoire en symbiose avec les programmes de l'opération d'intérêt national. Dans ce cadre, nous œuvrons ensemble pour redynamiser le territoire en misant sur l'innovation et en souhaitant en faire un laboratoire à ciel ouvert de nouvelles pratiques réplicables dans d'autres territoires. À ce titre, la CCPHVA souhaite marquer son engagement total pour accompagner l'EPA dans la mise en place de l'appel à manifestation d'intérêt labo urbain. C'est-à-dire, en réalité, c'est dans un cadre vertueux, environnemental, de mettre en place des choses. Le coût, en général, est de zéro. Il s'inscrit totalement dans la politique générale de la CCPHVA avec une part environnementale, une part mobilité durable. Donc, c'est en réalité répliquer ce qui se fait de bien sur ce territoire, que les autres puissent s'en inspirer. Voilà. On devient un labo, on devient aujourd'hui. Le principe étant un pseudo-label qui va permettre, selon les axes, de valider certaines choses, d'avoir un prisme sur tous les projets qui vont être posés. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce que tu peux le décliner aussi de manière au niveau de la commune. Donc, on le fait. Quand je vois ça, tous les projets sont vus avec ce prisme-là. Ça ne reste qu'un label et une vision, mais c'est un engagement. Ça pourrait être reproché si c'est pas fait. Ça peut apporter des subventions éventuellement. Ça aide à se faire entendre différemment. À reconnaître aussi. Oui, se faire connaître aussi. Oui, parce que nous, on a été interpellés. Vous n'avez pas été interpellé par l'EPA? Parce que nous, on a été interpellés, Jean-Jacques aussi. Oui, parce que c'est Ouais. rue Sange au Davilo, là. C'est pas les autres. Voilà, c'est ça. Donc, nous, on a été interpellés par l'EPA pour manifester justement de l'intérêt à... De l'intérêt sur le... Et pour appuyer la candidature de Voilà. l'EPA. On a répondu, moi j'ai répondu positivement, effectivement, pour appuyer sur... Dans le complément de renseignements sur la visite là, il est bien notifié que c'est dans le Tiche, les rues et. Oui, c'est ça. Les rues sont jouées sur mes. Ouais, on n'a pas été contacté, ce qui est logique. Donc voilà. D'autres questions? Donc, il est proposé au Conseil communautaire de marquer fortement son intérêt et son soutien à l'établissement public d'aménagement Alzette Belleval dans le cadre de la mise en œuvre de l'appel à manifestation d'intérêt labo urbain. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point 11, pour clore ce Conseil communautaire, le compte rendu des décisions prises par le président par délégation. Donc, vous avez un tableau. Vous avez un tableau qui renomme un peu les décisions prises par le président. La signature de la convention bail à long terme Chautin-Bourguignon. C'est l'achat de parcelles, ça. Donc, ça, c'était ça. En finance, c'est un arrêté constitutif de modification. En finance, encore un arrêté constitutif modificatif de régie de recettes OM. En mobilité, l'adhésion de la CCPHVA au SMITU. En mobilité, encore l'adhésion de la CCPHVA au SMITRAL. Et en finance, la décision portant sur le remboursement de frais de Sylvain, qui avait avancé les frais. Donc voilà, c'était... Non, c'était une somme dérisoire. Dis-moi. Est-ce qu'on a voté ou pas? C'est juste une... Ça, c'est juste de l'info. J'ai une demande au service pour les bureaux communautaires qui sont informels. Que j'ai vu au dernier, c'est qu'on ait des comptes rendus. Alors, est-ce qu'il y a une box qui nous permet tous d'obtenir, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont abordées, beaucoup de questions, peut-être des fois polémiques, et j'aurais voulu effectivement que l'on ait des comptes rendus au niveau du bureau avec les décisions ou les côtés informels qui ont été actés, puisque chaque fois qu'on vient à un bureau, on est obligé de se rappeler une historique et des fois pas forcément facile. Voilà. Ça ira pour tout le monde. Merci à vous, merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci à vous. Au revoir.